KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Certains titubaient, comme ivres. Par moments, le cortège avait tant de mal à avancer que les lampadarii devaient crier « Place au noble tribun Marcus Vinicius !» Par la fenêtre au rideau écarté, Ligie voyait ses silhouettes sombres et se mit à trembler d'émotion. Elle était ballottée entre l'espoir et l'angoisse. C'est lui, Ursus et les chrétiens. « Cela se fera dès maintenant », disait-elle les lèvres tremblantes. « Ô Christ, aide-nous ! Ô Christ, sauve-nous !» Atacinus, qui, tout d'abord, n'avait pas prêté attention à cette animation singulière de la rue, commença à s'inquiéter. Il y avait en cela quelque chose d'étrange. Les lampadarii étaient obligés de crier de plus en plus souvent « Place à la litière du noble tribun !» Des deux côtés, des inconnus se ruaient si fortement sur la litière qu'Atacinus ordonna aux esclaves de les chasser à coups de bâton. Tout à coup, un cri monta au-devant du cortège. Toutes les lumières s'éteignirent d'un seul coup. Autour de la litière, ce fut la cohue, la confusion et la bagarre. Atacinus comprit. C'était tout simplement une agression. Et l'ayant compris, il fut saisi de peur. Il était de notoriété publique que César, accompagné de courtisans et d'amis, se bagarrait souvent, par jeu, dans Subure et dans d'autres quartiers de la ville. On savait qu'il ramenait parfois de ses expéditions nocturnes des bosses et des bleus, mais celui qui osait se défendre, fût-il sénateur, était un homme mort. La maison des vigiles, qui avait pour devoir de veiller au bon ordre de la ville, ne se trouvait pas loin de là, mais la garde faisait semblant en pareil cas d'être sourde et aveugle. Cependant, autour de la litière, c'était la mêlée. On se battait corps à corps, on se frappait, on se laissait tomber, on se piétinait. Une pensée traversa tel un éclair l'esprit d'Atacinus. Il lui fallait sauver Ligie, et se sauver lui-même, et abandonner les autres à leur sort. Il la tira donc de la litière, la prit dans ses bras, et chercha à s'enfuir dans l'obscurité. Mais Ligie se mit à crier « Ursus ! Ursus !» Elle était tout de blanc vêtue. Il était donc facile de l'apercevoir. Atacinus voulut de son autre main libre la couvrir brutalement de son propre manteau, quand, brusquement, d'effroyables tenailles le saisirent au cou, tandis que s'abattait sur sa tête, telle une pierre, une énorme masse qui l'assomma. Il s'écroula à l'instant même, comme un bœuf abattu devant un autel de Zeus. Les esclaves gisaient pour la plupart sur le sol, ou cherchaient secours en fuyant, se cognant dans la profonde obscurité aux angles des murs. Sur place, il ne restait que la litière, fracassée dans la bagarre. Ursus emportait Ligie vers Subure, suivi de ses compagnons qui se dispersèrent peu à peu en cours de route. Les esclaves commencèrent à se rassembler devant la maison de Vinicius et à se concerter. Ils n'osaient entrer. Après une courte délibération, ils revinrent sur le lieu de l'échauffourée, où ils trouvèrent plusieurs cadavres, et, parmi eux, le corps d'Atacinus. Celui-ci tressaillit encore, mais après une courte convulsion, plus forte, il se raidit et s'immobilisa. Ils l'emportèrent alors et, de retour, ils s'arrêtèrent devant la porte d'entrée. Il fallait pourtant annoncer à leur maître ce qui était arrivé. « Que Gulon l'annonce !» commencèrent à chuchoter quelques-uns. Son visage est ensanglanté comme le nôtre, et notre maître l'aime. Il y a moins de danger pour lui que pour d'autres. Le Germain Gulon, vieil esclave, qui avait jadis pris soin du petit Vinicius qui, jeune homme, l'avait hérité de sa mère, sœur de Pétrone,
leur répondit. C'est moi qui lui annoncerai. Mais allons-y tous. Que sa colère ne retombe pas sur moi seul. Quant à Vinicius, il commençait à s'impatienter pour de bon. Pétrone et Chrysothémis se moquaient de lui, mais lui arpentait d'un pas rapide l'atrium en répétant « Il devrait déjà être là. Il devrait déjà être là. » Il voulut sortir, mais tous les deux le retinrent. Soudain, on entendit des pas dans le vestibule et une masse d'esclaves s'engouffra dans l'atrium. Ils se rangèrent le long du mur, levèrent les bras et se mirent à gémir. « Ah! Ah !» Vinicius bondit vers eux. « Où est Ligie ?» s'écria-t-il d'une voix effroyable, changée. « Ah !» C'est alors que Gulon s'avança avec son visage ensanglanté, clamant précipitamment et plaintivement. « Vois ce sang, Seigneur! Nous l'avons défendu! Vois ce sang, Seigneur! Ce sang !» Il ne put finir sa phrase, car Vinicius avait saisi un candélabre en bronze et en fracassa d'un seul coup le crâne de l'esclave, puis se prenant la tête dans les mains, il s'enfonça les doigts dans ses cheveux, répétant d'une voix rauque « Me miserum, me miserum ». Son visage devint livide. Son regard se révulsa. Une écume apparut sur ses lèvres. « Les verges », rugit-il enfin d'une voix inhumaine. « Seigneur! Ah! Aie pitié !» gémirent les esclaves. Pétrone se leva avec une expression de dégoût. « Viens, Chrysothémis, dit-il. Si tu veux regarder de la viande, je ferai prendre d'assaut l'étal d'un boucher aux Carines. » Il quitta l'atrium. Dans toute la maison parée de lierre vert et préparée pour un festin, on entendit bientôt, jusqu'au petit matin, des gémissements et le sifflement des verges. Cette nuit-là, Vinicius ne se coucha point. Peu de temps après le départ de Pétrone, comme les gémissements des esclaves fouettés n'apaisaient ni sa douleur ni sa fureur, il réunit un groupe d'autres serviteurs et, à leur tête, il se lança en pleine nuit à la recherche de Ligie. Il explora le quartier esquilin, puis Subur, le Vicus Sceleratus et toutes les ruelles le jouxtant. Puis, ayant fait le tour du Capitole, il atteignit l'île par le pont de Fabricius, après quoi il parcourut la partie transtévérine de la ville. C'était une poursuite insensée, car lui-même n'espérait pas retrouver Ligie, et s'il la cherchait, c'était surtout pour remplir le vide de cette terrible nuit. Il ne rentra chez lui qu'à l'aube, lorsque commencèrent à paraître déjà dans la ville les chariots et les mulets des marchands de légumes, et qu'on commença à ouvrir les boulangeries. De retour à la maison, il ordonna d'emporter le corps de Gulon, auquel personne n'avait jusqu'alors osé toucher. Puis, il donna l'ordre d'envoyer aux ergastules tous les esclaves qui s'étaient fait enlever Ligie, ce qui était un châtiment presque plus effroyable que la mort. Enfin, se jetant sur un banc capitonné dans l'atrium, il se mit à réfléchir confusément sur les moyens de retrouver et de reprendre Ligie. Y renoncer, la perdre, ne plus la voir lui semblait inconcevable. La pensée même d'une telle possibilité le rendait fou. La nature arbitraire du jeune soldat se heurtait pour la première fois à une résistance, à une autre volonté inflexible, et il ne pouvait concevoir que quiconque osât aller à l'encontre de ses désirs. Vinicius eût préféré voir le monde et la ville s'écrouler en un amas de décombres que de ne pouvoir arriver à ses fins. On lui avait ravi la coupe de volupté, presque au moment même où il allait la porter à ses lèvres. Il lui sembla donc qu'il lui était arrivé quelque chose d'inouï, qui appelait à une vengeance divine et humaine. Par-dessus tout, il ne voulait et ne pouvait se résigner à ce coup du sort, étant donné qu'il n'avait jamais, de sa vie, rien désiré autant que Ligie. Il lui semblait qu'il ne saurait exister sans elle. Il ne savait se dire ce qu'il ferait sans elle demain,
Comment il pourrait survivre les jours suivants? Par moments, une colère contre elle, proche de la folie, s'emparait de lui. Il eût voulu la voir pour la battre, la traîner par les cheveux jusqu'au cubiculum, la rudoyer. Puis soudain, un effroyable besoin d'entendre sa voix, de voir sa figure, ses yeux, l'étreignait. Et il sentait alors qu'il était prêt à se coucher à ses pieds. Il l'appelait, se mordait les doigts, se prenait la tête dans les mains. Il s'obligeait de toutes ses forces à penser calmement au moyen de la reprendre et n'arrivait pas à le faire. 1000 idées et moyens plus fous les uns que les autres lui traversaient l'esprit. Enfin, la pensée l'effleura que nul autre qu'Aulus avait dû l'enlever. Que, dans le pire des cas, Aulus devait savoir où elle se cachait. Il se leva d'un bond pour courir chez les Aulus. S'il ne la lui rendait pas, s'il passait outre ses menaces, il irait se plaindre à César. Il accuserait le vieux guerrier d'avoir désobéi et obtiendrait son arrêt de mort. Mais auparavant, il les obligerait à lui révéler le lieu où se trouvait Ligie. Mais s'il la lui rendait, même de bon gré, il se vengerait d'eux quand même. Il l'avait, il est vrai, accueilli chez eux et l'avait soigné, mais tant pis. Ce seul mal qu'il venait de lui faire le dispensait de toute reconnaissance. Son âme, vindicative et rancunière, commença à se délecter de la pensée que Pomponia Graecina serait au désespoir quand on apporterait au vieil Aulus sa condamnation à mort. Vinicius était quasiment sûr de l'obtenir. Pétrone l'y aiderait. D'ailleurs, César ne refusait rien à ses Augustans, à moins qu'une aversion personnelle ou un désir violent ne le poussât à faire le contraire. Soudain, une terrible supposition l'assaillit et faillit le faire tomber en syncope. Et si c'était César qui avait enlevé Ligie? Tout le monde savait que César cherchait souvent, dans des excès noctambules, un dérivatif à son ennui. Même Pétrone acceptait de prendre part à ces divertissements. Leur but principal était, à vrai dire, de capturer des femmes et de les faire sauter sur un manteau de soldat jusqu'à leur évanouissement. Néron lui-même qualifiait ces expéditions de pêche aux perles. Il a rêvé, en effet, qu'on pêcha, au fond de quartiers populeux et pauvres, de véritables perles de grâce et de jeunesse. Alors, le sagatio, comme on appelait le jeu consistant à projeter en l'air une femme sur un manteau de soldat, se transformait en véritable enlèvement. Et la perle était envoyée soit au Palatin, soit dans l'une des innombrables villas de l'empereur, ou bien encore Néron la cédait à l'un de ses compagnons. Cela avait bien pu arriver avec Ligie. César l'avait dévisagée pendant le festin, et Vinicius n'avait douté un seul instant qu'elle avait dû lui sembler être la plus belle femme qu'il eût jamais vue. Comment peut-il en être autrement? À vrai dire, Néron l'avait eue chez lui au Palatin et eût pu la retenir, mais, comme l'avait dit à juste raison Pétrone, César manquait de courage dans le crime, et bien qu'il ait pu agir ouvertement, il préférait toujours agir secrètement. Cette fois-ci, la crainte de Popée avait pu aussi l'inciter à cela. Vinicius songeait maintenant que les Aulus n'auraient sans doute pas osé enlever de force la jeune fille qui lui avait été donnée par César. D'ailleurs, qui l'eût osé? Peut-être cet énorme Lygien aux yeux bleus qui s'était risqué d'entrer dans le triclinium et l'avait emporté dans ses bras, loin du festin. Mais où se serait-il réfugié avec elle? Où avait-il bien pu l'emmener? Non, un esclave n'en serait pas capable. Par conséquent, personne d'autre que César n'avait pu le faire. À cette pensée, la vue de Vinicius s'obscurcit et la sueur lui perla au front. En ce cas, Ligie était à jamais perdue. Il aurait été possible de l'arracher de toute autre main, mais non de celle-ci. Il pouvait maintenant répéter avec plus de conviction qu'avant « Vae misero mi ». Dans son imagination, il voyait Ligie dans les bras de Néron et, pour la première fois de sa vie, il comprenait que certaines pensées étaient tout simplement intolérables. Maintenant seulement, il prenait conscience qu'il s'était épris d'elle.
De même que celui qui se voit en un éclair tout son passé défiler dans sa mémoire, il revoyait tous les moments qu'il avait vécus avec Ligie. Il la revoyait et entendait chacune de ses paroles. Il la revoyait près de la fontaine, il la revoyait chez les Aulus et au festin, il la sentait de nouveau proche, il sentait le parfum de ses cheveux, la chaleur de son corps, la volupté des baisers dont il avait, lors du festin, écrasé sa bouche innocente. Elle lui sembla plus que jamais 100 fois plus belle, plus désirable, plus exquise, 100 fois plus unique, l'élu d'entre toutes les mortelles et toutes les divinités. Et à la pensée que Néron pût posséder tout cela, tout ce qui s'était si profondément incrusté dans son cœur, qui était devenu son sang et sa vie, une douleur tout à fait physique l'étreignait, tellement terrible que l'envie le prenait de se cogner la tête contre les murs de l'atrium et de se la fracasser. Il sentait qu'il pourrait devenir fou, et qu'il le deviendrait s'il ne lui restait pas encore à assouvir sa vengeance. Tout comme auparavant, il lui avait semblé qu'il ne pourrait vivre s'il ne retrouvait pas Ligie. Maintenant, il lui semblait qu'il ne pourrait pas mourir tant qu'il ne l'aurait pas vengée. Seule cette pensée lui apportait un peu de soulagement. « Je serai ton Cassius Chaerea », se répétait-il en pensant à Néron. Au bout d'un moment, ayant pris de la terre des pots de fleurs qui bordaient l'Implivium, il fit à l'Érèbe, à Hécate et à ses propres lards le terrible serment d'assouvir sa vengeance. Il se sentit effectivement soulagé. Il avait au moins une raison de vivre et de quoi occuper ses jours et ses nuits. Puis, renonçant à se rendre chez les Aulus, il ordonna de se faire porter au Palatin. En cours de route, il se dit que, si on l'empêchait de voir César, ou encore si on le fouillait pour vérifier s'il avait une arme sur lui, ce serait une preuve que c'était bien Néron qui avait enlevé Ligie. Quoi qu'il en fût, il ne prit pas d'arme. Il avait perdu sa lucidité en général, mais comme cela arrive habituellement avec des gens obnubilés par une idée fixe, il la gardait en ce qui concernait sa vengeance. Il ne voulait pas la voir avorter prématurément. En outre, il désirait avant tout voir Actée, pensant qu'elle pourrait lui apprendre la vérité. Par moments, l'espoir l'effleurait qu'il verrait peut-être Ligie, et, à cette pensée, il était saisi d'un tremblement. Et si jamais César l'avait enlevée sans savoir qui il l'enlevait, et s'il la lui rendait aujourd'hui? Mais l'instant d'après, il rejetait une telle hypothèse. Si on avait voulu la lui renvoyer, on l'aurait fait hier. Seule Actée pouvait tout lui expliquer, et c'était elle qu'il fallait voir avant quiconque. Confirmé dans cette conviction, il ordonna à ses esclaves d'accélérer leur course, et, chemin faisant, il laissa sa pensée errer en désordre, s'arrêtant tantôt sur Ligie, tantôt sur les moyens de vengeance. Il avait ouï dire que les prêtres de la déesse égyptienne Pacte savaient amener des maladies sur qui ils voulaient. Il décida donc de s'informer auprès d'eux sur la manière de le faire. En Orient, on lui avait dit aussi que les Juifs pouvaient, à l'aide de maléfices, couvrir d'abcès le corps de leurs ennemis. Il avait chez lui, parmi ses esclaves, une quinzaine de Juifs. Il se promit donc de les faire fouetter dès son retour, jusqu'à ce qu'ils eussent révélé leur secret. Mais, ce qui faisait son plus grand délice, c'était la pensée de sa courte épée romaine qui ouvrait des flots de sang, comme ceux qui avaient jailli du corps de Caius Caligula, et qui avaient laissé des taches indélébiles sur une colonne de portique. Il était prêt maintenant à assassiner le tout Rome, et si quelque dieu vindicatif lui promettait de faire mourir tous les gens, à l'exception de lui et de Ligie, il l'accepterait. Devant l'arc de l'entrée, il fit appel à toute sa présence d'esprit et, à la vue de la garde prétorienne, il pensa que si on lui faisait la moindre difficulté à l'entrée, ce serait une preuve que Ligie se trouvait par la volonté de César dans le palais. Mais le centurion principal lui sourit amicalement et,
s'avançant de quelques pas, il lui dit « Je te salue, noble tribun. Si tu désires présenter tes hommages à César, tu tombes mal, et je ne sais si tu pourras le voir. » « Qu'est-il donc arrivé ?» demanda Vinicius. « Hier, sans qu'on s'y soit le moindrement attendu, la divine petite Augusta est tombée malade. César et Augusta Poppée sont à son chevet avec les médecins qu'ils ont mandés de toute la ville. » C'était là un événement grave. À la naissance de cette fille, César avait été tout simplement fou de bonheur et l'avait accueillie extra humanum gaudium. Avant sa venue au monde, le Sénat avait, de la façon la plus solennelle, mis le sein de Poppée sous la protection des dieux. Des offrandes votives avaient été faites, et l'on avait donné à Antium, où avait eu lieu l'accouchement, des jeux splendides. On avait en outre érigé un temple aux deux fortunes. Néron, qui ne savait en rien garder la mesure, aimait cet enfant démesurément. Quant à Poppée, elle lui était chère aussi, ne fût-ce que parce qu'elle confortait sa position et rendait son influence incontournable. De la santé et de la vie de la petite Augusta pouvait dépendre le sort de tout l'Empire. Mais Vinicius était tellement préoccupé par lui-même, par ce qui lui arrivait et par son propre amour, qu'il ne prêta presque pas attention à la nouvelle que lui annonçait le centurion, et il lui répondit « Je veux seulement voir Actée. » Et il passa. Actée était elle aussi auprès de l'enfant. Il dut donc l'attendre un long moment. Elle ne parut que vers midi, avec un visage défait et pâle, qui, à la vue de Vinicius, pâlit encore plus. « Actée !» s'exclama Vinicius en lui saisissant les mains et en l'entraînant à l'intérieur de l'atrium. « Où est Ligie ?»« Je voulais te demander, » répondit-elle en le regardant dans les yeux avec une expression de reproche. Bien qu'il se fût promis de la sonder en gardant son calme, il se prit de nouveau la tête dans les mains et, le visage crispé de chagrin et de colère, il se mit à répéter « Elle n'est pas chez moi. On me l'a enlevée en cours de route. » Au bout d'un moment, il se ressaisit pourtant et, rapprochant son visage de celui d'Actée, il lui dit, les dents serrées « Actée, si tu tiens à ta vie, si tu ne veux pas être la cause de malheurs que tu ne peux même pas imaginer, dis-moi la vérité. N'est-ce pas César qui l'a enlevé ? César n'est pas sorti hier du palais. Sur l'ombre de ta mère, par tous les dieux, n'est-elle pas au palais ? Sur l'ombre de ma mère, Marc, elle n'est pas au palais, et ce n'est pas César qui l'a enlevée. Depuis hier, la petite Augusta est malade, et Néron ne s'éloigne pas de son berceau. Vinicius se sentit soulagé. Ce qui lui avait semblé le plus effroyable avait cessé de le menacer. Alors, dit-il en s'asseyant sur un banc et en serrant les poings, ce sont les Aulus qui l'ont enlevé, et en ce cas, malheur à eux. Aulus Plotius est venu ici ce matin. Il n'a pu me voir car j'étais occupée auprès de l'enfant, mais il s'est enquis de Ligie, auprès d'Épaphrodite et d'autres domestiques de César. Puis il leur a déclaré qu'il viendrait encore plus tard pour me voir. Il voulait ainsi détourner de lui tout soupçon. S'il avait ignoré ce que Ligie était devenue, il serait venu la chercher chez moi. Il m'a laissé une tablette avec quelques mots qui t'apprendront que, sachant que Ligie lui avait été reprise par César à ta demande et à celle de Pétrone, il s'attendait à ce qu'elle te fût envoyée. Ce matin, donc, il est allé chez toi. On lui a dit ce qui était arrivé. Cela dit, elle alla au cubiculum et en revint au bout d'un instant avec la tablette que lui avait laissée Aulus. Vinicius la lut et se tut. Actée parut lire sur son visage morose les pensées qui l'agitaient, car elle lui dit au bout d'un moment « Non, Marc. Tout cela est arrivé parce que Ligie elle-même l'a voulu. » « Tu savais qu'elle voulait fuir ?» explosa Vinicius. Elle le regarda presque sévèrement de ses yeux myopes. « Je savais qu'elle ne voulait pas devenir ta concubine. »« Et toi ? Qu'as-tu donc été toute ta vie ?
Moi, j'avais auparavant été une esclave. Mais Vinicius ne cessa de tempêter. César lui avait donné Ligie. Par conséquent, il n'avait pas besoin de demander qui elle avait été auparavant. Il la retrouverait, fût-elle sous terre, et il en ferait ce que bon lui semblerait. Oui, parfaitement. Elle serait sa concubine. Il la ferait fouetter à chaque fois qu'il lui plairait de le faire. Lorsqu'il s'en lasserait, il la donnerait au dernier de ses esclaves, ou bien il lui ordonnerait de faire tourner un moulin à bras dans une de ses propriétés en Afrique. Maintenant, il allait la chercher et la retrouver uniquement pour l'écraser, la piétiner et l'humilier. S'excitant ainsi de plus en plus, il perdait toute mesure, au point que même Acté vit qu'il exagérait les menaces qu'il brandissait et qu'il serait incapable de mettre à exécution, et qu'il parlait sous l'effet de la colère et du tourment. Elle eût pu avoir de la pitié pour son tourment, mais la démesure de sa hargne vint à bout de sa patience, ce qui fait qu'elle lui demanda enfin pourquoi il était venu la voir. Vinicius ne trouva pas de réponse immédiate. Il était venu parce que tel était son bon vouloir, parce qu'il avait pensé qu'elle lui fournirait quelques renseignements, mais en réalité, il n'était venu que pour voir César, et comme il n'avait pu le voir, alors il était entré chez elle. En fuyant, Ligie s'était opposée à la volonté de César. Il le supplierait donc de la faire rechercher dans toute la ville et dans tout l'État. Dut-on faire appel pour cela à toutes les légions et fouiller l'une après l'autre toutes les maisons de l'Empire. Pétrone appuierait sa requête et les recherches commenceraient dès aujourd'hui. Ce à quoi Acté lui répondit. « Prends garde de ne la perdre à jamais lorsqu'on l'aura, sur ordre de César, retrouvée. » Vinicius fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?»« Écoute-moi bien, Marc. Hier, nous étions, Ligie et moi, dans les jardins du palais, et nous y avons rencontré Popée, et avec elle la petite Augusta, que portait la négresse Lilith. Le soir, l'enfant est tombé malade, et Lilith affirme qu'un sort lui a été jeté par l'étrangère rencontrée dans les jardins. Si l'enfant retrouve sa santé, ils oublieront. Mais, dans le cas contraire, Popée sera la première à accuser Ligie de sorcellerie. Et alors où qu'on la retrouve, il n'y aura pas de salut pour elle. Un moment de silence s'ensuivit, puis Vinicius observa. Elle l'a peut-être ensorcelée ? Elle m'a bien ensorcelée, moi. Lilith soutient que l'enfant s'est mise à pleurer aussitôt qu'elle est passée avec elle à côté de nous. Et c'est vrai, elle s'est mise à pleurer. On l'a sans doute sortie dans les jardins déjà malade. Marc, cherche-la tout seul, si tu veux. Mais aussi longtemps que la petite Augusta sera malade, n'en parle pas avec César, car tu attireras sur elle la vengeance de Popée. Elle a déjà suffisamment pleuré à cause de toi. Que tous les dieux protègent maintenant sa pauvre tête. « Tu l'aimes, Acté » demanda Vinicius confondu. Des larmes brillèrent dans les yeux d'Acté. « Oui, je l'aime. » Parce que ne t'a pas en retour montré de la haine comme à moi. Acté le regarda un moment, comme si elle hésitait, ou bien comme si elle désirait percevoir s'il était sincère, puis elle répondit. Être impulsif et aveugle. Elle t'aimait. Sur ces paroles, Vinicius bondit comme si un démon l'avait possédé. C'est faux, elle le haïssait. D'où Acté pouvait-elle savoir ? Ligie lui aurait-elle, au bout d'un seul jour de connaissance, fait cet aveu ? Qu'était-ce que cet amour qui préférait l'errance, l'ignominie de la misère, l'incertitude de demain, et peut-être même une mort misérable, à une maison parée où le bien-aimé l'attendait pour la fêter ? Il valait mieux ne pas écouter de telles choses qui pourraient bien le rendre fou. Il n'aurait pas cédé Ligie pour tous les trésors de ce palais, et pourtant elle s'était enfuie. Qu'est-ce donc que cet amour qui craint la volupté et sème la douleur ? Qui pourrait concevoir cela ? Qui pourrait le comprendre ? N'était l'espoir de la retrouver, il s'enfoncerait une épée dans le cœur. L'amour se donne et ne se reprend pas. Il y eut des moments chez Léolus où lui-même avait cru à un bonheur tout proche. Mais, maintenant, il savait qu'elle l'avait alors haï, qu'elle le haïssait toujours, et qu'elle mourrait avec cette haine au cœur. C'était À haute voix,
une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.